Ma sœur a fait pleurer notre petit cousin le jour de son anniversaire en lui disant que sa mère ne l'aimait pas. Et son copain a rompu avec elle sur le champ. Après ça, elle a passé une année entière à saboter nos vies avec du vol d'identité et du harcèlement en ligne. Ma grande sœur, Véronique, se croyait la personne la plus honnête du monde. À table, elle lançait des commentaires sur qui avait pris du poids, qui avait maigri, et ce qu'elle pensait du physique de chacun. Personne ne participait. Et si quelqu'un osait la critiquer, elle répondait simplement « Bah quoi, je suis juste honnête ». Une fois, elle m'a regardée et m'a dit que ma peau lui faisait penser à un cafard mâché par quelqu'un. J'ai juste levé les yeux au ciel. Rien de surprenant venant d'elle. La famille était habituée à ces remarques déplacées. Pour être franche, j'étais presque soulagée quand on a arrêté de l'inviter aux réunions familiales. Mais ma tante insistait toujours pour qu'elle vienne, convaincue qu'un jour, elle finirait par mûrir. Quelle erreur de jugement. Pour l'anniversaire de notre petit cousin qui fêtait ses 1 an, Véronique a envoyé un message sur le groupe familial pour demander si elle pouvait venir avec son copain, Jake, histoire qu'on fasse connaissance. Vu qu'elle était imbuvable, je m'attendais à ce que lui aussi le soit. J'allais répondre non tout de suite, mais le reste de la famille, toujours si accueillante, a été plus rapide. Tout le monde a dit oui. Tant pis. Au début, Jake paraissait sympa. Du genre à saluer le chien avant les gens, à tenir la porte pour les autres. Mais je restais méfiante. Le petit Marc était adorable dans sa salopette bleue décorée de ballons. Il ne pleurait jamais, voulait juste des câlins et jouer à cache-cache. Toute la famille était venue pour célébrer. Oncle, tante bruyante, mes parents divorcés, tout le monde était là. Pour Marc. La fête avait lieu dans un de ces endroits remplis d'activités pour enfants. Jeux d'arcade, bowling, laser game, piscine à balles, tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, Véronique a réussi à faire entrer de l'alcool en cachette. Tout le monde mangeait une pizza aussi dure qu'un bout de carton quand j'ai remarqué qu'elle n'était pas dans son état normal. En fait, tous les adultes l'ont remarqué. Son haleine trahissait l'alcool, et elle a commencé à faire son numéro habituel, à parler comme si elle détenait toutes les vérités du monde. Jake était assis à côté d'elle, sur une minuscule chaise orange, pendant qu'elle se vantait d'être authentique et critiquait notre cousine parce qu'elle faisait des études dans un institut local. Le genre de discours narcissique auquel elle nous avait habitués. J'ai failli sauter de joie quand le gâteau est arrivé, pensant qu'elle allait enfin se taire. J'avais tort. Tout le monde chantait pour l'anniversaire de Marc, qui avait maintenant 5 ans, et battait des mains avec enthousiasme. Ma tante avait apporté un adorable gâteau en forme de dinosaure, acheté au supermarché. Mais juste après la chanson, Véronique s'est levée pour porter un toast. Ou du moins, elle a essayé. Sérieusement? Tu n'as même pas fait un gâteau maison? Tu l'aimes vraiment, ce gamin? Elle parlait d'une voix pâteuse, agitant un gobelet rouge à moitié vide. Et cette déco? On dirait que t'as tout pris dans un coin de magasin discount. Si tu veux un enfant, fais au moins un effort. Les autres parents sont restés figés. Des enfants ont arrêté leur bouchée de pizza à mi-chemin. Ma tante est devenue écarlate de colère. Mais Véronique a continué. Je suis juste honnête, hein? Pinterest, ça existe. Franchement, c'est déprimant. Puis soudain, Marc a éclaté en sanglots. Pas des pleurnicheries, non. Un vrai cri du cœur. Du genre baleine échouée. Tata Véronique a dit que le gâteau de maman est moche, sanglotait-il. Maman, pourquoi t'as même pas essayé? Jake s'est levé si vite que la chaise est tombée. Véronique, rends-moi mes affaires. C'est fini. Elle a ri, titubante. Quoi? Non mais tu plaisantes. J'ai même pas goûté le gâteau. C'est pas fini. Pas du tout. Mais lui l'a interrompu et l'a regardé droit dans les yeux. Je viens de te voir gâcher l'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Qui fait ça, sérieusement? C'est inacceptable. Sa voix tremblait. Toute la salle regardait, comme une scène de film. Ma tante tentait de consoler Marc, dont le t-shirt dinosaure était trempé de larmes. Tu me quittes? Ici? Pour ça? Véronique haussait le ton. Jake s'est approché de ma tante et lui a tendu un billet de 100 €. Pour la fête. Désolé d'avoir gâché ça. Puis il s'est tourné vers Véronique. Débrouille-toi pour rentrer. Et supprime mon numéro. Et il est parti. Véronique est restée là, figée 3 secondes, avant de réaliser. Puis elle a attrapé son sac et s'est précipitée après lui, ses talons résonnant dans la salle d'arcade, en criant quelque chose à propos d'exagération. Mon père a murmuré « Bien fait ». Marc a cessé de pleurer juste assez longtemps pour demander « La dame méchante est partie ?»« Oui, mon chéri, et on ne l'a plus jamais revue. » Enfin, jusqu'à 1 semaine plus tard, car c'est là que ma tante a entendu frapper à sa porte. Ce n'était pas Véronique, c'était les services sociaux. Quelqu'un avait fait une dénonciation anonyme, affirmant qu'il y avait eu de l'alcool à une fête d'enfants, et que ma tante était une mère négligente. L'assistante sociale est arrivée à 8 h du matin, un mardi. Ma tante m'a appelée en larmes. Elle avait du mal à parler. Elle a raconté qu'une femme en tailleur gris posait des tas de questions sur la fête. Avez-vous servi de l'alcool à des mineurs? Des mesures de sécurité étaient-elles en place? Le lieu était-il surveillé? La femme notait tout soigneusement sur une planchette. Ma tante expliquait que c'était Véronique qui avait amené l'alcool en douce.
Personne ne savait avant qu'elle soit déjà ivre. Elle a même montré le reçu du centre de loisirs, prouvant que l'endroit n'autorisait pas d'alcool. Mais l'enquêtrice continuait d'écrire, le visage fermé. Elle voulait les noms de tous les invités, leurs numéros, adresse mail si possible. Ma tante, tremblante, a dû fournir la liste depuis son téléphone. La femme a dit qu'elle allait contacter tout le monde pour confirmer. 2 jours plus tard, c'est moi qui ai reçu l'appel, alors que j'étais au boulot. L'enquêtrice m'a demandé de raconter ce qui s'était passé. J'ai tout dit. Comment Véronique avait planqué l'alcool, comment elle avait fait pleurer Mark, comment Jake avait rompu avec elle devant tout le monde. Elle m'a demandé si ma tante surveillait bien les enfants. J'ai dit que oui, bien sûr. Elle était constamment derrière eux, s'assurant qu'ils s'amusaient et qu'ils étaient en sécurité. Elle a demandé s'il y avait d'autres comportements préoccupants. J'ai dit non. Ma tante est une mère formidable. Elle m'a remerciée et a raccroché. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Ma tante a dû subir 3 autres visites à domicile. Ils ont fouillé le frigo pour vérifier s'il y avait de l'alcool à portée des enfants. Inspecté la chambre de Mark pour chercher des dangers potentiels. Et ils l'ont même interrogé sans sa mère, ce qui l'a terrifié. Mark n'arrêtait pas de demander s'il était puni pour avoir pleuré le jour de sa fête. Ça brisait le cœur de ma tante. Elle nous a confié que Mark avait commencé à faire des cauchemars où la dame méchante revenait. Et pour couronner le tout, elle a été obligée de suivre un cours de parentalité, tous les samedis pendant 6 semaines. 45 minutes de route à l'aller, autant au retour. Si elle manquait un seul cours, elle risquait de perdre la garde de Mark. Elle a dû tout payer de sa poche. Environ 10 € par séance, sans compter l'essence. Tout ça à cause d'une dénonciation anonyme. Mais tout le monde savait que c'était Véronique. Qui d'autre connaîtrait autant de détails précis sur la fête? Qui d'autre serait aussi rancunière et mesquine? Sauf qu'on ne pouvait rien prouver. L'enquêtrice n'avait pas le droit de divulguer l'identité de la personne à l'origine du signalement. Confidentialité oblige. Ma cousine a créé un groupe WhatsApp sans Véronique, juste pour tenir tout le monde au courant de la situation. On a commencé à y partager des captures d'écran des messages étranges qu'elle envoyait à plusieurs membres de la famille. Un coup, elle se faisait passer pour une victime. Un autre, elle lançait des menaces à peine voilées. C'est là que Jake m'a écrit sur Facebook. Il m'a envoyé un long message d'excuses. Il disait qu'il se sentait coupable d'avoir introduit Véronique dans nos vies. Il m'a raconté qu'elle n'arrêtait pas de lui écrire, changeant de numéro à chaque fois. Au début, elle le suppliait de se remettre avec elle, jurant qu'elle allait changer. Ensuite, elle a commencé à dire qu'elle était enceinte. Mais il savait que c'était impossible. Ils avaient toujours été prudents et ils n'étaient restés ensemble que 2 mois. Pourtant, elle prétendait être enceinte de 3. Elle envoyait même des photos d'échographie trouvées sur Internet. Il a fait une recherche inversée sur l'une d'elles et a découvert qu'elle venait d'un bloc de grossesse datant de 2015. Il bloquait un numéro, elle en créait un autre. Elle a même fini par créer de faux profils sur les réseaux sociaux pour lui envoyer des messages. Il songeait à changer de numéro, voire à demander une ordonnance de protection. Je l'ai remercié pour ses excuses et lui ai dit qu'il n'avait pas à se sentir responsable. C'était un type bien qui était juste tombé sur la mauvaise personne. Ça arrive à tout le monde. Il m'a demandé s'il pouvait aider concernant les services sociaux. Peut-être écrire une déclaration pour raconter ce qui s'était réellement passé? Je lui ai dit qu'on le tiendrait au courant si besoin. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Ma cousine Emma a commencé à recevoir des messages étranges sur Instagram, envoyés depuis son propre compte. Sauf qu'elle n'avait rien écrit. Quelqu'un avait créé un faux profil avec ses photos et envoyé des messages aux amis, racontant des horreurs sur les membres de notre famille. La fausse Emma disait que notre grand-mère était sénile et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance avec de l'argent, que l'oncle Gary trompait sa femme, qu'une autre cousine avait abandonné la fac à cause de mauvaises fréquentations. Emma a passé des heures à essayer de faire supprimer ce compte par Instagram. Elle l'a signalé plus de 20 fois, sans succès. Pendant ce temps, ses vrais amis étaient complètement perdus. Certains ont pris leur distance, pensant qu'elle avait perdu les pédales. Elle a dû envoyer des messages à chacun, un par un, pour expliquer que ce n'était pas elle. Certains l'ont cru immédiatement, d'autres sont restés méfiants, surtout ceux que les faux messages avaient en blessé. Puis mon oncle Richard a découvert un faux profil Facebook à son nom. Ce faux compte postait dans des groupes locaux, déclenchant des débats houleux sur la politique et la religion, avec des commentaires franchement déplacés. Des collègues sont tombés dessus, et le service RH l'a convoqué. Il a dû prouver que ce n'était pas lui derrière ces messages. L'entretien a duré 2 heures, où il a montré ses vrais historiques de connexion et tenté d'expliquer pourquoi quelqu'un aurait voulu l'usurper. On a vite compris que tout ça portait la signature de Véronique. Les faux profils utilisaient des photos prises pendant des réunions de famille, des clichés que seule elle possédait. Certaines venaient même directement de son téléphone. Des angles particuliers, des instants pris sur le vif. Des images qu'aucun autre n'aurait pu obtenir. Mais encore une fois, impossible de le prouver. Les comptes étaient créés avec des adresses e-mail jetables. Facebook et Instagram ignoraient totalement nos signalements. Le pire de tout, c'est quand elle a créé un faux compte au nom de ma mère.
Elle l'a utilisé pour commenter les publications des amis de ma mère, en disant que leurs enfants étaient moches ou que leurs plats avaient l'air immangeables. Ma mère a perdu 3 amies avant de comprendre ce qui se passait. L'une d'elles l'a bloquée partout, refusant même d'écouter ses explications quand elles se sont croisées au supermarché. Ma mère est rentrée des courses en pleurs. La glace qu'elle avait achetée avait fondu dans la voiture pendant qu'elle pleurait, assise sur le parking, incapable de bouger pendant 20 minutes. C'est là que mon père a décidé de tout documenter. Il a créé un tableau Excel avec les dates, les heures et les captures d'écran. Il a même acheté une imprimante juste pour ça, en disant qu'un jour, on aurait peut-être besoin de preuves concrètes devant un tribunal. Mais un avocat, c'est cher. Et personne ne voulait dépenser des milliers d'euros pour une histoire familiale tordue. Et puis Véronique est allée à la crèche de Marc. Ma tante a reçu l'appel en plein boulot. La directrice de la crèche a dit qu'une femme, prétendant être la tante de Marc, avait essayé de le récupérer. Elle connaissait son nom complet, sa date de naissance. Elle avait même mentionné son sac à dos dinosaure et son allergie aux arachides. Mais l'équipe de la crèche l'a reconnue grâce à la description que ma tante avait donnée après l'anniversaire. Ils ont gardé Marc à l'intérieur et lui ont dit qu'elle n'était pas autorisée à le prendre. Véronique a fait un scandale. Elle a crié qu'elle avait des droits en tant que membre de la famille, que c'était inacceptable de l'empêcher de voir son neveu. Elle a même montré des papiers, qui n'étaient en fait que des photos imprimées de réunions familiales. La crèche a appelé la police, mais elle est partie avant leur arrivée. Elle est partie si vite qu'elle a renversé un panneau du parking et laissé des traces de pneus sur l'asphalte. Ma tante a dû tout laisser en plan et foncer chercher Marc. Son patron a été compréhensif, mais on sentait qu'il en avait assez de toutes ces histoires. Elle avait déjà dû s'absenter à cause des visites des services sociaux et des cours de parentalité. Et maintenant, ça. Elle s'est mise à regarder par-dessus son épaule partout. Craignait que Véronique revienne. Elle a commencé à changer d'itinéraire chaque jour pour aller à la crèche. Jamais 2 fois le même chemin. Ce week-end-là, on a organisé une réunion de famille chez mes parents. Tout le monde était là, sauf Véronique, bien sûr. On était tous dans le salon à grignoter et essayer de décider quoi faire. Mon oncle a proposé de la bloquer sur tous les réseaux. Une cousine voulait riposter et créer de faux profils à son tour. Mon père, lui, a dit que le mieux était de garder notre sang-froid et de continuer à tout consigner. La discussion a duré des heures, et chacun était plus tendu que l'autre. Ma tante était à bout. Elle avait des cernes profonds et vérifiait son téléphone sans arrêt, comme si Véronique allait en sortir d'un moment à l'autre. Elle nous a raconté que sa promotion au travail était compromise. Son supérieur avait reçu des emails anonymes affirmant qu'elle était alcoolique et mettait les enfants en danger. Ces messages déformaient complètement ce qui s'était réellement passé à l'anniversaire, comme si c'était elle qui avait apporté l'alcool et incité les mineurs à boire. Elle a dû assister à une nouvelle réunion avec les ressources humaines, présenter le rapport du service de protection de l'enfance qui l'innocentait et expliquer toute l'histoire familiale. Ils ont dit qu'ils comprenaient, mais qu'ils devaient tout de même enquêter sur chaque signalement reçu. Sa promotion a été mise en pause, pour une durée indéterminée. Cela faisait 8 ans qu'elle travaillait là, sans aucune faute. Et maintenant, tout ça. L'injustice la faisait trembler quand elle en parlait. Ce soir-là, Jake m'a envoyé un autre message. Il avait des captures d'écran des messages récents de Véronique. Elle avait abandonné l'histoire de la grossesse. Maintenant, elle prétendait qu'il lui devait de l'argent. Elle disait qu'elle avait investi dans leur avenir en achetant des affaires pour un bébé qui n'avait jamais existé. Elle exigeait 3000 réais, sinon elle l'emmènerait devant un tribunal pour litige mineur. Elle lui avait même envoyé une liste, lit bébé, poussette, vêtements, des choses qu'elle n'avait jamais achetées. Il en riait, mais on sentait qu'il était épuisé par la situation. Il est professeur, et ce n'était pas comme s'il avait ce genre de somme en réserve. Il m'a aussi envoyé quelque chose d'important, des captures de conversations anciennes quand ils étaient encore ensemble, dans lesquelles Véronique se vantait de s'être vengée de personnes qui l'avaient contrariée, des histoires où des collègues avaient perdu leur travail après des dénonciations anonymes faites par elle, des amis dont les relations avaient explosé à cause de rumeurs qu'elle avait lancées. Et elle racontait tout ça avec fierté. Elle appelait ça du karma assisté. Un message m'a particulièrement marqué. Elle racontait qu'elle avait fait expulser une ancienne colocataire, juste parce qu'elle lui avait mangé un yaourt. J'ai montré les captures à mon père. Il les a ajoutées à notre dossier, qui devenait énorme. Il a même commencé à utiliser des intercalaires et des étiquettes colorées pour tout classer par date et par type d'incident. Il disait que ça permettrait peut-être, un jour, de démontrer un comportement récurrent, si jamais on devait prendre des mesures légales. Mais personne ne voulait en arriver là. Ça semblait trop extrême pour une simple querelle familiale. Puis mes pneus ont été crevés. Je suis sortie de mon appartement un lundi matin et j'ai trouvé les 4 pneus complètement lacérés. Pas juste percés, non, des entailles nettes sur les flancs, comme si quelqu'un avait utilisé une lame. Un voisin a dit avoir vu une femme en sweatshirt rôder près de ma voiture la veille au soir, mais il n'avait pas trouvé ça louche. Il disait qu'elle était restée 10 minutes à tourner autour, comme si elle l'admirait. Évidemment, la caméra de surveillance du parking ne fonctionnait pas cette nuit-là. J'ai dû manquer le travail et appeler une dépanneuse. Les nouveaux pneus m'ont coûté près de 600 réais.
Le garagiste m'a dit que la personne savait exactement ce qu'elle faisait. Les entailles étaient bien placées, irréparables. Il a déjà vu ça, selon lui, souvent dans des conflits familiaux. Ce qui m'a encore plus déprimée. J'ai déposé une plainte, mais sans preuve concrète, la police n'a rien pu faire. Le policier avait l'air blasé, comme s'il avait déjà vu 1000 fois ce genre d'histoire familiale. Il a noté le numéro du dossier et m'a dit de rappeler si autre chose se produisait. Il n'a même pas essayé de relever des empreintes ou quoi que ce soit, comme dans les séries télé. Et il s'est encore passé des choses, cette même semaine. Mon cousin Brian a reçu un appel de son propriétaire. Quelqu'un avait fait une dénonciation, prétendant qu'il hébergeait trop de monde dans son logement. On l'accusait de sous-louer. Sauf que Brian vivait seul avec son chat. Mais le propriétaire a dû venir pour une inspection. Brian a manqué le travail ce jour-là. L'inspection a duré 3 heures. Le proprio a ouvert tous les placards, cherchant des traces de personnes cachées. Encore une dénonciation anonyme. Et on savait parfaitement d'où elle venait. Les faux comptes sur les réseaux sociaux se multipliaient. Ils apparaissaient en plus vite qu'on ne pouvait les signaler. Et ils ont commencé à contacter des membres de la famille plus éloignés. Des gens qui n'étaient même pas au courant des histoires avec Véronique. Une grand-tante qui habite en Floride a appelé ma mère, confuse, lui demandant pourquoi elle avait envoyé un message pour demander de l'argent. Le faux compte avait utilisé des photos récentes et mentionné des détails spécifiques sur son nouvel appartement. Des choses que seule la famille connaissait. On a dû tout lui expliquer, à elle qui n'utilise pratiquement pas Internet. L'anniversaire des 80 ans de ma grand-mère approchait, dans 3 semaines. On préparait la fête depuis des mois. On avait loué la salle paroissiale d'une église, engagé un DJ, commandé un traiteur pour 75 personnes, invité des parents de 3 États différents. Ça allait être une belle célébration de sa vie. On avait même préparé une vidéo avec des photos de famille sur ses chansons préférées. Et c'est là que des fleurs sont arrivées chez elle. 2 douzaines de roses rouges, avec une carte. J'ai hâte de fêter ça avec toi. Avec tendresse, Véronique. Ma grand-mère a appelé ma mère en pleurs. Elle ne voulait pas de conflit à sa fête. Elle voulait juste voir sa famille réunie et manger du gâteau tranquille. Mais maintenant, elle avait peur que Véronique débarque et gâche tout, comme à l'anniversaire de Marc. Les fleurs sont restées là, sur la table de la cuisine. Belles, mais inquiétantes. Comme une menace déguisée. On a essayé de rassurer ma grand-mère. On lui a promis qu'on trouverait une solution. Mais comment empêcher quelqu'un de venir à un événement public? On n'allait pas engager un service de sécurité pour un anniversaire de mamie. Ce serait ridicule. Mon oncle a proposé de poster quelqu'un à l'entrée, mais ça paraissait louche aussi. On était dans une impasse. On voulait protéger la journée spéciale de notre grand-mère, sans transformer la fête en bunker. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des objets qui disparaissaient de mon appartement. Rien de très gros au début. Un chargeur de téléphone ici, une tasse à café là. Des choses que je pensais juste avoir égarées. Mais ensuite, mon chargeur d'ordinateur portable a disparu. Puis mon sweat préféré. La moitié de mes cuillères, sans blague. C'était étrange, troublant. Je cherchais dans les endroits où elles étaient censées être, mais elles n'y étaient pas. J'en ai parlé à ma mère, et elle m'a dit que la même chose arrivait chez eux. Les lunettes de lecture de mon père avaient disparu. La coque du téléphone de ma mère aussi. Des objets aléatoires, sans vraie valeur. Rien qui valait la peine d'être volé. On a commencé à se dire qu'on devenait fou, que c'était peut-être le stress. Mais le même schéma, dans plusieurs maisons, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Jusqu'au jour où ma cousine s'est rendue compte que sa clé de secours, qu'elle laissait toujours sous le paillasson, avait disparu. Elle a fouillé partout. Rien. Elle a fait changer la serrure sur le champ, en déboursant une somme qu'elle n'avait même pas. Le serrurier a dit que, selon lui, quelqu'un utilisait cette clé régulièrement. La serrure montrait des signes d'usure inhabituels. Il lui a conseillé d'installer une serrure renforcée, ce qui a coûté encore plus cher. C'est là que j'ai décidé d'installer une caméra chez moi. Rien de sophistiqué, un modèle simple acheté sur Internet, connecté à mon téléphone. Je l'ai placé de manière à couvrir l'entrée et la cuisine, sans angle mort. Je pensais filmer du somnambulisme ou simplement prouver que je devenais parano. Mais je ne l'étais pas. 3 jours après l'installation, j'ai reçu une alerte de mouvement pendant que j'étais au travail. J'ai ouvert l'application, pensant voir mon chat. Mais ce que j'ai vu, c'était Véronique. Elle était dans mon appartement. Elle fouillait les tiroirs de la cuisine comme si elle était chez elle. Elle a pris quelques fourchettes et est allée dans le salon. Je suis restée figée devant l'écran, la regardant glisser une photo de famille dans son sac. Et le plus incroyable, elle a osé prendre un soda dans mon frigo avant de s'en aller. J'ai appelé la police immédiatement et je suis rentrée chez moi. Elle était déjà partie, mais j'avais la vidéo. On la voyait clairement. C'était bien Véronique. Chez moi. Le policier, cette fois, a pris l'affaire plus au sérieux. Il a dit que c'était une violation de domicile, un vol. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui, sans hésiter, mais c'est là que ça s'est compliqué. Lorsqu'ils l'ont interrogée, Véronique a déclaré qu'elle était en entretien d'embauche à l'heure précise de l'intrusion. Et elle avait des documents à l'appui. Le policier a reconnu que la vidéo aidait, mais que sans plus de preuves, ce serait difficile de poursuivre. Peut-être que la personne sur la vidéo lui ressemblait seulement.
Il trouvait que la qualité de l'image n'était pas assez nette. Mais moi, je savais. C'était elle. Sa démarche, son sac à main, sa manière méthodique de fouiller, tout était typiquement elle. Pourtant, ça ne suffisait pas. L'affaire n'a pas avancé. Le policier m'a conseillé de changer les serrures et d'acheter une caméra plus performante. Merci pour le conseil, très utile, vraiment. On a tenu une autre réunion de famille, cette fois chez ma tante. Elle avait fait installer 3 nouvelles serrures après l'épisode de la crèche. Sa maison ressemblait à un bunker. On a partagé les infos, les faux profils, les objets qui disparaissaient, les signalements professionnels. Mon père avait apporté la fameuse pochette. Maintenant, c'était carrément un classeur complet, avec une copie de sauvegarde dans un coffre à la banque. Et c'est là qu'on a remarqué un détail inquiétant. Véronique savait exactement quand nous n'étions pas chez nous. Elle était venue chez moi pendant mes heures de travail. Chez mes parents, le jour du marché, où ils sortent toujours ensemble. Chez ma cousine, pile pendant son cours de yoga. Elle nous suivait, d'une façon ou d'une autre. Sa précision faisait froid dans le dos. Elle ne se trompait jamais. Elle savait toujours quand la maison serait vide. C'est mon cousin, féru de technologie, qui a trouvé la faille. On utilisait encore un calendrier Google partagé qu'on s'était créé pour organiser les événements familiaux. Et Véronique y avait toujours accès. Elle pouvait voir tous nos rendez-vous, nos horaires de travail, nos week-ends hors de la ville. On lui transmettait nos plannings sans le savoir. Et certains événements comportaient de même les adresses. Ça lui facilitait la tâche. On a immédiatement révoqué son accès et changé tous nos mots de passe. Mais le mal était fait. Elle étudiait nos routines depuis un moment, comme une traqueuse professionnelle. Rien que d'y penser, j'en avais des frissons. Depuis combien de temps elle nous surveillait? Depuis quand elle planifiait tout ça? On a fouillé nos téléphones, nos applications, on l'a retiré de tous les groupes et connexions partagées. Jake m'a recontacté via MySprint. Les choses avaient empiré. Elle ne réclamait plus 3000 réais. Elle menaçait maintenant de le poursuivre pour préjudice moral. Elle disait que leur rupture lui avait coûté son emploi et l'avait plongée dans des crises d'angoisse. Elle réclamait une indemnisation de 50 000 réais. Ses messages devenaient de plus en plus longs et incohérents. Plein de majuscules sans raison, de points d'exclamation à répétition. Jake en riait encore, mais il avait commencé à chercher un avocat, par précaution. Il était enseignant. Il n'avait pas d'argent à jeter par les fenêtres. Mais surtout, cela minait son moral. Et il m'a confié quelque chose de très troublant. Véronique disait partout qu'ils étaient encore ensemble. Elle s'était pointée à son école pendant la pause déjeuner, affirmant à l'accueil qu'elle était sa compagne et qu'elle lui apportait à manger. Le service de sécurité a dû la raccompagner dehors. Elle avait aussi posté sur les réseaux sociaux, utilisant de vieilles photos de couple, où elle taguait Jake, comme si elle datait d'hier. Certains collègues à lui ont commencé à lui poser des questions, inquiets de la situation. La semaine précédant l'anniversaire de mamie, tout a dégénéré. La crèche de Marc recevait des appels étranges à longueur de journée. Quelqu'un appelait, restait silencieux à l'autre bout du fil, puis raccrochait. Ils ont renforcé la sécurité et affiché la photo de Véronique à l'entrée. Mais ça perturbait le bon fonctionnement de l'établissement. Certains parents commençaient à se méfier. Une famille a même retiré son enfant, invoquant un manque de sécurité. Au travail de ma mère, un colis lui a été adressé. À l'intérieur, des impressions de faux messages publiés sur des réseaux sociaux. Des montages censés faire croire qu'elle critiquait ses collègues. Il y avait aussi une lettre anonyme disant que son patron devait savoir qui elle était vraiment. Ma mère a dû assister à une autre réunion avec les RH. Ils l'ont cru, mais le stress l'usait jusqu'à la corde. Elle souffrait d'insomnie et se réveillait à 3 heures du matin en pleine crise d'angoisse. Et puis il y a eu les lettres. Oui, des lettres. Par la poste. Timbre et tout. Elles contenaient des photos de réunions de famille, avec des commentaires cruels écrits à la main. Des visages encerclés, des remarques sur le poids, les vêtements, les choix de vie. Tout était présenté comme si c'était un membre de la famille qui parlait d'un autre. L'écriture était modifiée, mais assez proche pour semer le doute. Mon oncle en Californie a appelé furieux, affirmant avoir reçu une lettre où mon père traitait sa femme d'arriviste. Ma cousine au Texas en a reçu une où on disait que ses enfants étaient gâtés. Et l'expéditrice supposée était notre tante. Ces lettres étaient utilisées pour monter tout le monde les uns contre les autres. Et ça marchait. Des gens étaient blessés, perdus. Certains croyaient que les lettres étaient vraies. Des rancunes anciennes refaisaient surface, attisées de manière cruelle. On a passé des heures au téléphone, à essayer de réparer les choses, à tout expliquer aux membres de la famille éloignée qui ne comprenaient même pas pourquoi Véronique ferait une chose pareille. Certains nous ont cru. D'autres pensaient qu'on cherchait juste à dissimuler une dispute familiale. Ma mère a pleuré après avoir parlé avec sa sœur, qui l'a accusée de toujours se croire supérieure aux autres. La fausse lettre avait réveillé de vieilles blessures d'enfance entre elles. Il a fallu 3 appels de plus pour convaincre sa sœur que tout venait de Véronique. J'ai commencé à vérifier mon courrier chaque jour, avec une angoisse tenace. Mes voisins ont sûrement pensé que je perdais la tête, à guetter le facteur par la fenêtre comme une parano. J'ai fini par installer une serrure sur ma boîte aux lettres.
Je ne savais même pas que ça existait. Le vendeur de la quincaillerie m'a dit que c'était de plus en plus courant, à cause des vols d'identité. Il m'a montré 3 modèles, j'ai choisi le plus sécurisé. Le fameux dossier de preuve était maintenant devenu 2, puis 3. Mon père passait ses soirées à tout organiser par ordre chronologique. Il a même créé un index par type d'incident, avec des liens entre chaque événement. Il disait que si un jour on devait prouver qu'il y avait harcèlement, on serait prêt. Mais pour être honnête, tout commençait à paraître inutile. Qu'est-ce qu'on pouvait faire au fond? Elle ne nous menaçait pas directement. Elle détruisait nos vies petit à petit. Une attaque anonyme après l'autre. Au travail, la situation a empiré quand les ressources humaines m'ont convoqué. Ils avaient reçu un email disant que je harcelais un collègue. L'email contenait des captures d'écran de messages que j'aurais envoyés. Des messages inappropriés. Tout était faux. Le numéro n'était même pas le mien. Mais j'ai dû m'asseoir là et raconter toute l'histoire familiale. La réunion a duré 1 heure, ressemblant plus à un interrogatoire qu'à un entretien. Mon responsable m'a dit qu'il me croyait, mais qu'il devait malgré tout enquêter sur chaque signalement. Et j'ai vu son regard changer. Il me regardait désormais comme un problème à gérer. J'étais employée là depuis 5 ans, jamais causé de soucis. Et maintenant, j'étais celle avec la famille compliquée. J'ai commencé à mettre mon CV à jour, au cas où. Ma productivité a chuté. J'étais constamment sur le qui-vive, angoissée à l'idée de ce qui pourrait encore arriver. 3 jours avant l'anniversaire de mamie, on a organisé une réunion d'urgence. Tout le monde était à bout. Une moitié de la famille se disputait encore à cause des lettres. Ma tante était épuisée par les visites du service social. Ma mère stressée par son travail. Moi, complètement parano. Il nous fallait un plan pour la fête. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon oncle a proposé d'engager un agent de sécurité. Juste une personne pour surveiller l'entrée. Mais mamie n'a pas voulu en entendre parler. Elle disait qu'elle ne voulait pas que son anniversaire ressemble à une opération militaire. Elle voulait juste une fête simple, entourée de sa famille. Mais on savait tous que si Véronique débarquait, ce ne serait pas simple du tout. Sa voix tremblait quand elle en parlait. Et ça nous a encore plus motivés à tout faire pour que ce jour soit protégé. On a trouvé un compromis. 2 cousins allaient se relayer à l'entrée, l'air de rien. Si Véronique apparaissait, ils préviendraient tout le monde dans le groupe WhatsApp et on gérerait discrètement. Pas de scène, sauf si elle en provoquait une. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était tout ce qu'on avait. On a même répété comment la faire sortir si nécessaire. Jake s'est proposé pour aider. Il a dit qu'il resterait dans sa voiture, garée juste à côté, pour surveiller. Si elle arrivait, il essaierait de l'intercepter avant qu'elle ne franchisse la porte. On l'a remercié, en lui disant qu'il n'était pas obligé de s'en mêler. Mais il a insisté. On voyait bien qu'il se sentait toujours coupable de nous l'avoir présenté. Sa voix trahissait cette culpabilité. La veille de la fête, je n'ai pas réussi à dormir. Je vérifiais l'application de la caméra toutes les 5 minutes, persuadée que j'allais voir Véronique entrer chez moi encore une fois. J'avais changé toutes les serrures, mais je ne me sentais toujours pas en sécurité. Chaque bruit me faisait sursauter. Mon chat devait me croire devenue folle, avec la façon dont je me levais sans arrêt pour aller vérifier la porte. J'ai fini par abandonner l'idée de dormir vers 4 heures du matin. Je me suis affalée sur le canapé, regardant Netflix. Et je n'étais pas la seule. Le groupe WhatsApp de la famille était actif toute la nuit. Ma cousine n'arrivait pas à dormir à cause des faux profils. Ma tante s'inquiétait pour Marc, qui demandait s'il allait voir la dame méchante à la fête de mamie. Ma mère, de son côté, a cuisiné 3 douzaines de cookies à 2 heures du matin pour évacuer son stress. On était tous à bout. Le matin de la fête, j'ai reçu des messages de Jake. Il avait reçu des appels toute la nuit, de numéros différents. Véronique, d'abord en pleurs, puis en colère, puis de nouveau en pleurs. Il avait bloqué 15 nouveaux numéros depuis minuit. Malgré ça, il comptait toujours se rendre à la fête et monter la garde. Il m'a dit qu'il avait même acheté une chemise neuve. Il voulait être présentable pour mamie, même s'il restait juste dans sa voiture. On sentait qu'il voulait réparer quelque chose. On est arrivé tôt à la salle paroissiale pour tout préparer. La décoration était magnifique. Ballons dorés et blancs, photos de mamie à travers les années, fleurs fraîches sur chaque table. L'odeur du buffet faisait déjà saliver. Le DJ réglait une playlist de ses chansons préférées. Tout était prêt pour une journée parfaite. On avait mis tellement d'énergie pour offrir ce moment à mamie. C'est alors qu'on a trouvé le cadeau. Il était posé sur la table des cadeaux, emballé dans du papier argenté, avec un énorme ruban rouge. L'étiquette disait « Pour mamie, de ta petite fille qui t'aime, Véronique ». J'ai senti mon estomac se nouer. Elle était déjà venue. Ou bien quelqu'un avait déposé ça pour elle. Peu importe. Ce paquet tranchait comme une menace au milieu des autres cadeaux. Mon père l'a pris délicatement et l'a secoué. Aucun bruit. Pas lourd. Peut-être un vêtement ou quelque chose d'inoffensif. Mais on savait. Plus rien venant de Véronique n'était inoffensif. Mon oncle voulait le jeter. Ma tante disait qu'il valait mieux l'ouvrir pour vérifier que ce n'était rien qui puisse bouleverser mamie. On est resté là, à chuchoter, pendant que le DJ testait les enceintes. Jusqu'à ce que ma cousine Julie attrape le paquet et déchire le papier. À l'intérieur, un album photo. À première vue, ça paraissait touchant.
Des clichés de mamie avec nous au fil des années. Mais en le feuilletant, chaque photo avait quelque chose de dérangeant. Des visages barrés au stylo rouge, des commentaires cruels écrits sous les images. Mamie et sa famille décevante, sous une photo de Noël. Les gens qui ne l'ont jamais appréciée, sous une photo d'anniversaire. Du délire pur. On a jeté l'album immédiatement à la poubelle, à l'extérieur. Et on s'est promis de ne rien dire à mamie. Mais désormais, tout le monde était en alerte. Si Véronique était déjà venue, allait-elle revenir? Mes cousins ont pris leur poste à l'entrée plus tôt que prévu. Jake a envoyé un message pour dire qu'il était déjà garé sur le parking. On était aussi préparés qu'on pouvait l'être. Les invités ont commencé à arriver vers 14h. Mamie était magnifique dans sa robe violette achetée spécialement pour l'occasion. Elle rayonnait, embrassant tout le monde, émue par la décoration. Pendant un moment, c'était une fête de famille comme les autres. Les enfants jouaient à chat. Les adultes discutaient en buvant du café. Le DJ passait toutes les chansons préférées de Mamie. Je me suis même autorisée à me détendre un peu. Jusqu'à ce qu'un message arrive sur le groupe. Elle est là. Mon cœur a bondi. J'ai regardé vers l'entrée et je l'ai vue. Véronique. Elle entrait comme si de rien n'était, tout apprêtée, un sac cadeau à la main. Elle souriait aux membres de la famille qui ignoraient tout ce qui se passait depuis des mois. Certains lui ont même rendu son sourire. L'ont prise dans les bras. Ils n'avaient aucune idée du mal qu'elle nous avait fait. Jake est apparu d'un coup et l'a interceptée près de la table des desserts. On ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais on voyait son expression changer. Elle tentait de passer, il lui bloquait calmement le passage. Comme un joueur de basket en défense. Peu à peu, les autres ont senti qu'il se passait quelque chose. Mon père et mon oncle se sont approchés, l'air détendu, l'entourant discrètement. Mais la voix de Véronique a commencé à s'élever. J'ai tout à fait le droit d'être ici. C'est ma grand-mère aussi. Les regards se sont tournés. Les enfants ont arrêté de jouer pour regarder. Exactement ce qu'on voulait éviter. Mamie, de l'autre côté de la salle, a vu l'agitation. Son sourire s'est évanoui. Sa joie s'est effacée en un instant. Elle a commencé à marcher vers le groupe, sûrement pour apaiser la situation. Ma mère a tenté de la distraire avec du gâteau. Mamie a refusé. « Véronique, dit-elle en arrivant, je pense que tu ferais mieux de partir. » Le silence est tombé sur la salle. Même les enfants ont compris que c'était sérieux. Le visage de Véronique a rougi. « Mamie, je voulais juste fêter ça avec toi. J'ai même apporté un cadeau. » Elle a levé son sac comme si ça prouvait qu'elle avait le droit d'être là. « Après tout ce que tu as fait à cette famille, dit Mamie, je t'en prie, pars. » Sa voix était ferme, mais pleine de tristesse. On voyait que ça lui brisait le cœur. Elle détestait les conflits, surtout le jour de son anniversaire. Véronique a éclaté de rire, un rire amer. Elle parlait de plus en plus fort. Certains adultes ont éloigné les enfants. « Tu as fait venir les services sociaux contre ta propre famille, » murmura Mamie. « Tu harcèles tout le monde depuis des mois. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté. » Le masque est tombé. Le visage de Véronique s'est tordu de colère. « Ah, tu veux la vérité ? Tu les as toujours aimés plus que moi. Chaque réunion de famille tourne autour d'eux. Pauvre petit Marc et son anniversaire ridicule. La remise de diplôme de Julie. Mais moi ? Quand est-ce que tu as célébré mes réussites ? Jamais. » Elle a sorti des papiers de son sac, les agitant en l'air. « J'ai tout noté. Chaque fois où tu as oublié mon anniversaire. Chaque fois où tu as complimenté les autres et ignoré ce que j'ai fait. J'ai des preuves de ton favoritisme. Les feuilles volaient dans tous les sens. Certaines ressemblaient à des captures d'écran. D'autres à des photos couvertes d'annotations incohérentes. De la pure folie. Jake s'est précipité pour ramasser les papiers. « Véronique, arrête! Tu n'aides personne !» Elle s'est retournée brusquement vers lui, les yeux écarquillés. « Tu devrais être de mon côté. » Mais non. Toi aussi tu as cru à leurs mensonges. Cette famille si innocente, soi-disant harcelée par moi. Ma tante, tremblante de rage, a pris la parole. « Tu as essayé d'enlever mon fils à la crèche. Tu es entrée chez nous sans permission. Tu m'as fait passer pour une mère négligente. J'ai failli perdre mon travail. Il ne s'agit pas de jalousie. Il s'agit de danger. » Véronique a ri encore. « Dangereuse ? Je vous montre juste ce que ça fait de voir sa vie s'écrouler. D'être jugée sans raison. De perdre ce qui compte. » Elle a regardé tout le monde. « Chacun ici a déjà dit du mal de moi. Et maintenant, vous comprenez ce que ça fait. » Quelqu'un a chuchoté. « On devrait appeler la police. » Mais Mamie a levé la main. « Véronique, je vais te donner une dernière chance. Pars, en paix, et cherche de l'aide. Une aide réelle. Ou on appellera les autorités. » Sa voix restait posée, mais ses larmes coulaient. Un instant, j'ai cru que Véronique allait vraiment partir. Elle a regardé autour d'elle, peut-être prise de conscience. Mais ses yeux se sont fixés sur le gâteau. 3 étages, décorés de fleurs violettes. « Joyeux 80 ans », écrit en lettres dorées. Avant que quelqu'un ne réagisse, elle s'est jetée dessus. Mon cousin Brian était le plus proche. Il a attrapé son bras juste à temps, sa main frôlant le glaçage. Ils se sont débattus quelques secondes. Véronique hurlait des choses sur l'injustice et les mensonges. Le gâteau vacillait dangereusement.
D'autres sont venus aider. Il a fallu 4 personnes pour l'éloigner de la table. Elle continuait de crier, le maquillage coulant sur son visage. Jake a sorti son téléphone. Là, ça va trop loin. Véronique l'a entendu. Quelque chose en elle s'est brisé. Elle s'est libérée brusquement et a couru vers la sortie, faisant tomber un arrangement floral en chemin. On a entendu les pneus crisser à la sortie du parking. Un silence de plomb est tombé. Puis mamie a fondu en larmes. Mais ce n'était plus des larmes discrètes. C'était un vrai chagrin. Ma mère et mes tantes se sont précipitées pour la faire asseoir. La fête était finie. Des enfants ont commencé à pleurer, simplement en voyant leur mamie comme ça. Les adultes étaient figés, choqués. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. Mon oncle s'est levé, a tapoté son verre avec sa fourchette. Écoutez, je sais que c'était dur, mais on est ici pour les 80 ans de mamie. Véronique ne gâchera pas ça. Il est allé voir le DJ, lui a soufflé quelque chose. La musique a démarré. Can't Help Myself, des Four Tops, la chanson préférée de mamie. Mon père a pris le relais. Allez maman, viens danser avec moi. Il lui a tendu la main. Elle a secoué la tête d'abord, encore bouleversée. Mais il a insisté, faisant un petit pas de danse idiot qui a arraché un sourire entre les larmes. Finalement, elle a pris sa main et l'a suivi sur la piste. Un à un, les autres les ont rejoints. Les enfants ont recommencé à courir et à rire. Quelqu'un a remis les fleurs en place. Ma tante a coupé le gâteau, miraculeusement intact. En 20 minutes, la fête avait retrouvé des couleurs. Presque. Jake m'a retrouvée près du punch. Je suis vraiment désolée. Je me sens responsable. Je lui ai demandé d'arrêter de s'excuser. Personne ne le blâmait. Il a dit qu'il avait filmé toute la scène de Véronique, au cas où on aurait besoin de preuves pour une action en justice. Bonne idée. Il a ajouté qu'il comptait déposer une demande d'ordonnance restrictive dès le lundi. La fête s'est terminée vers 18h. Mamie a serré chacun dans ses bras avec tendresse, remerciant tout le monde d'être resté malgré le chaos. Elle semblait aller bien, mais on voyait qu'elle était épuisée. Ce genre de fatigue émotionnelle qui pèse plus que n'importe quel effort physique. On a rangé les cadeaux et le reste du gâteau. Personne ne parlait de la scène avec Véronique, mais c'était dans l'air, comme une fumée qu'on ne peut pas chasser. Pendant qu'on nettoyait, ma cousine a trouvé quelque chose d'étrange. Un petit appareil collé sous une des tables. On aurait dit un dictaphone, ou peut-être un traceur GPS. Impossible de savoir depuis combien de temps il était là. Mais ça expliquait comment Véronique savait toujours où on se trouvait, même après qu'on lui ait coupé l'accès au calendrier. Elle utilisait de vrais dispositifs d'espionnage, en plus de la surveillance numérique. On a remis l'appareil à Jake pour qu'il l'ajoute aux preuves de sa demande de protection. Ce soir-là, le groupe WhatsApp de la famille était plein de messages. Mais cette fois, pas d'angoisse. Des photos de mamie en train de danser, des vidéos des enfants qui riaient. On essayait de se concentrer sur les bons moments. Ma mère a proposé qu'on écrive tous une carte à mamie pour lui dire à quel point elle comptait, histoire de compenser la pagaille. Tout le monde a accepté sans hésiter. Le lundi suivant, la nouvelle est tombée. Véronique avait été arrêtée. Pas à cause de la fête, mais pour autre chose. Tu te souviens des faux comptes sur les réseaux sociaux ? Elle en avait utilisé un pour menacer un élu local qu'il avait bloqué sur Twitter. Le FBI prend ce genre de menaces très au sérieux. Ils enquêtaient depuis des semaines. Ils avaient enfin assez de preuves. Le dérapage à la fête n'était qu'un épisode de plus, au mauvais moment. Jake a partagé le lien de l'article. Véronique était inculpée pour harcèlement en ligne et menaces contre des personnalités publiques. L'enquête avait révélé des dizaines de comptes anonymes, pas seulement ceux qu'elle utilisait contre nous. Elle faisait ça à d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe, et même à des inconnus qui l'avaient contrariée sur Internet. Nous n'étions que la cible principale. Le FBI avait trouvé des preuves sur son ordinateur, documentant des années de comportement abusif. L'affaire du service social contre ma tante a été classée sans suite dès qu'ils ont appris l'arrestation. L'enquêtrice a même présenté ses excuses, disant qu'elle était tenue de suivre chaque signalement, mais qu'à présent, elle comprenait. C'était de la pure malveillance. Marc a enfin pu cesser de s'inquiéter pour « la dame méchante ». Il a demandé si elle allait vraiment aller en prison, et ma tante a répondu que oui, et qu'elle y resterait sûrement longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, la vie a repris son cours. Le travail de ma mère a cessé de recevoir des dénonciations absurdes. Les faux comptes sur les réseaux ont disparu. On pouvait enfin ouvrir le courrier sans boule au ventre. J'ai même arrêté de vérifier la caméra chez moi tout le temps. C'était étrange, ce silence après tant de chaos. Jake a commencé à sortir avec Emma, une collègue de bureau. Ils s'étaient rencontrés quand il était venu me chercher un jour pour déjeuner. Elle l'avait trouvé sympa, et je m'étais dit « Pourquoi ne pas les présenter ?» Le courant est passé tout de suite. Rien à voir avec ce qu'on avait imaginé au début, quand on avait appris que Véronique avait un copain. Finalement, c'était juste un type bien, tombé sur la mauvaise personne. On a appris plus de détails sur l'affaire grâce au procureur. Elle risquait une peine sérieuse. Le FBI avait identifié des centaines de victimes à travers plusieurs États. Elle menait cette campagne de harcèlement depuis des années, bien avant de s'en prendre à nous. En réalité, on a eu de la chance. D'autres avaient perdu leur emploi, leur couple,
même la garde de leurs enfants à cause de fausses accusations qu'elle avait montées de toutes pièces. Le procureur nous a dit que toute notre documentation serait très utile pour le dossier. Mamie a décidé d'écrire une lettre à Véronique. On a essayé de l'en dissuader, mais elle a insisté. Elle disait que, malgré tout, Véronique faisait toujours partie de la famille. La lettre était brève. Elle disait qu'elle l'aimait, espérait qu'elle trouve de l'aide en prison, que peut-être, c'était son fond du trou, et qu'elle pourrait repartir de là. Typique mamie. Toujours à chercher le bon chez les gens. Véronique n'a jamais répondu. Son avocat commis d'office nous a informé qu'elle avait accepté un accord. Une peine de 5 à 7 ans en prison fédérale. Et elle devait indemniser ses victimes. L'avocat nous a demandé si on souhaitait écrire une déclaration d'impact. Certains l'ont fait, d'autres ont préféré s'abstenir. Moi, j'ai écrit sur la peur constante. Le sentiment d'insécurité, même chez moi. Ma tante a raconté les effets sur Marc. La sentence est tombée un mardi. Seul Jake est allé au tribunal. Il a dit que Véronique semblait différente. Plus petite, réduite. Elle n'a même pas croisé son regard. Quand le juge a prononcé la peine, elle a juste hoché la tête. Pas de scandale. Pas de larmes. Pas de posture de victime. Elle a simplement accepté. Jake a dit que c'était triste à voir. À Thanksgiving, on a fait une autre réunion de famille. Personne n'a mentionné Véronique, mais son absence se sentait. Mamie avait même mis une assiette en plus à table, par habitude. Puis l'a retirée discrètement avant le dîner. Marc avait retrouvé son énergie, courant partout, jouant avec ses cousins, engloutissant trop de tartes. Ma tante avait enfin obtenu sa promotion. Les soucis de ma mère étaient derrière elle. Même les cousins éloignés qui avaient reçu les lettres malveillantes étaient présents. Tout était pardonné. Jake et Emma sont venus ensemble, officiellement en couple. Ils s'intégraient parfaitement. Aidaient à la cuisine, jouaient avec les enfants. Quelqu'un a plaisanté en disant que c'était la meilleure chose qui soit sortie de toute cette histoire. Il a ri et répondu qu'il était heureux de faire enfin partie d'une famille normale. Et on savait exactement ce qu'il voulait dire. J'ai toujours la caméra chez moi, mais je ne la consulte presque plus. Les serrures ont été changées 2 fois depuis, par précaution. Parfois, je repense à tout ce qu'une seule personne a été capable de faire. On a passé des mois à vivre dans la peur, à douter de tout et de tout le monde. Mais le plus souvent, ce que je ressens, c'est de la gratitude. Gratitude d'en être sorti, de l'avoir traversé ensemble, en famille. On parle rarement de Véronique aujourd'hui. Parfois, son nom surgit dans une conversation. Et puis, le silence s'installe, jusqu'à ce que quelqu'un change de sujet. Mamie a encore des photos d'elle dans ses albums. Personne ne pense à les enlever. Elle fait partie de notre histoire. Même si c'est une partie qu'on préférerait oublier. La famille est plus soudée aujourd'hui. Rien de tel qu'un traumatisme collectif pour rapprocher les gens. La semaine dernière, c'était les 7 ans de Marc. Dans le même centre de loisirs qu'avant. Même thème, les dinosaures. Il en est toujours aussi fan. Mais cette fois, pas de drame. Pas d'invité indésirable. Pas de larmes. Sauf celle de joie quand Marc a ouvert ses cadeaux. C'est ma tante qui a fait le gâteau elle-même. Un T-Rex en glaçage au chocolat. Il était un peu de travers, la couverture inégale. Mais Marc a dit que c'était parfait. Et il avait raison. C'était parfait. Voilà. Il n'y a plus grand-chose à raconter. Véronique purge sa peine. Et nous, on a tourné la page. L'ordonnance de protection est toujours en vigueur. Mais depuis la prison, elle n'est plus vraiment nécessaire. Jake et Emma pensent emménager ensemble. Mamie a fêté ses 81 ans et on prépare déjà la prochaine fête. La vie est belle. Tranquille même. Et après tout ce qu'on a traversé. Tranquille. C'est exactement ce dont on avait besoin. Parfois, je me demande si Véronique pense à nous, là-bas. Si elle regrette tout ce qu'elle a fait, ou si elle croit encore avoir eu raison. Mais ensuite, je me rends compte que ça n'a plus d'importance. Elle a fait ses choix. Et elle en assume les conséquences. Nous, on a protégé notre famille. Et on en est sorti plus fort. C'est ça qui compte. Ça, et s'assurer que Marc n'ait plus jamais un anniversaire gâché par quelqu'un qui prétend juste être honnête. La dernière mise à jour du procureur disait que Véronique suivait une thérapie en prison. Peut-être qu'elle changera vraiment. Peut-être qu'elle sortira transformée. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle n'est plus notre problème. Nous, on a des anniversaires à célébrer. Et des souvenirs à créer. Des souvenirs heureux cette fois. Du genre où tout le monde repart le sourire aux lèvres. Et personne n'appelle les services sociaux. C'est tout ce que souhaite une famille, non ?